Partenaires infidèles, manque de respect, relations toxiques, abandon, dépendance affective. Certaines histoires se répètent, parfois avec des personnes différentes, mais avec les mêmes souffrances. S'agit-il d'un simple manque de chance ou existe-t-il des mécanismes plus profonds qui influencent les choix amoureux? Dans ce dernier numéro de cette première saison de votre émission Au cœur du foyer, nous avons invité Madame Awa Minungu. Elle est coach et conseillère matrimoniale pour nous aider à mieux comprendre ces chemins et apprendre à construire des relations plus saines. Bonsoir chez vous. Bonsoir Madame Minungu. Bonsoir, Madame Kindo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. On va d'abord comprendre les schémas amoureux. Et la première question, justement, le thème de l'émission, pourquoi certaines personnes ont l'impression de vivre toujours les mêmes échecs amoureux? Ok, merci pour cette belle question. Je dirais que c'est parce qu'elles reproduisent consciemment ou inconsciemment les mêmes comportements, les mêmes chemins de pensée et elles peuvent même choisir les mêmes personnes, les mêmes types de personnes. Wow. Oui. C'est pas une question de malchance, hein? Et pas forcément une question de malchance. Je dirais que c'est une méconnaissance de soi et peut-être même une non-acceptation de soi parce qu'il faut apprendre à se connaître et définir exactement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et accepter aussi, rejeter tout ce qu'on ne veut pas. Donc cela aussi va demander que la personne ait une bonne estime d'elle-même pour savoir qu'elle a de la valeur et qu'elle ne doit pas accepter ce qu'elle ne veut pas. D'accord. Est-ce qu'il existe réellement des chemins amoureux répétitifs? Oui, exactement, parce que on peut reproduire les mêmes pensées. On peut être dans le cycle de la répétition des pensées et ça va découler de la répétition des comportements, comme je le disais très haut, et ça va jouer encore sur les choix. Donc, on est comme si on répétait les mêmes choses. Mais les mêmes pensées, ça peut être quoi? Les mêmes pensées, ça peut être peut-être des pensées limitantes où la personne, pour elle, c'est ça, elle croit. Elle ne croit pas qu'elle peut avoir mieux. Elle croit peut-être que non, il me faut ça, il faut que je me contente de cette personne, alors que non. Elle peut désirer mieux, chercher mieux et accepter mieux. Et avoir Et mieux. avoir mieux, surtout et surtout. Mais comment reconnaître que l'on est prisonnier d'un cycle relationnel? C'est lorsqu'on remarque qu'on est en train de répéter les mêmes choses. Ce qui a été causé l'échec de la précédente relation est ce qui a causé encore l'échec de cette relation actuelle ou c'est ce qui va causer encore l'échec de la relation à venir. On est dans la répétition, c'est comme si c'était les mêmes choses. C'est vrai, on n'a pas eu affaire aux mêmes personnes, mais c'est comme si on a vécu la même histoire avec plusieurs personnes. Mais là, ce n'est pas la faute de ces personnes, c'est nous-mêmes. Mais en ce moment, quand on dit que c'est nous-mêmes, ça, est-ce qu'on ne rentre pas dans le schéma de, comment on appelle ça, sans vouloir permanemment? Et ça veut dire que si on répète, soit on n'a pas été guéri, totalement guéri de la précédente relation, soit on a perdu notre estime à nous-mêmes, ou soit on n'a pas rêvé mieux. Donc, on va être dans le contentement, alors qu'il ne faut pas qu'un être humain soit dans le contentement. Même quand la société l'impose, on va dire La comme... société n'impose jamais le contentement. Le contentement est un choix personnel. Parce que la société ne vous obligera jamais à être dans une relation que vous ne voulez pas. Et la bonne nouvelle est que maintenant, nous sommes dans des relations de nos choix. La majorité, bien sûr, nous sommes dans des relations de notre choix. Si c'est mon choix, en quoi la société va m'imposer de rester avec telle ou telle personne? Mais coach, quand je pose la question sur la société, c'est par exemple quelqu'un qui est dans un mariage toxique et qui veut rester pour les enfants ou qui ne veut pas divorcer parce que la société va la voir comme une femme divorcée. Ça, c'est quand même spécifique et ça relève également de chacun. Entre rester, parce que la société va m'étiqueter de femme divorcée
rester et perdre ma santé physique et même mentale, ou même perdre ma vie, lequel je choisis? Parce que ce qui est sûr et que tout le monde doit accepter, nos enfants nous veulent à nos côtés, Oui, vivants et en bonne santé. bien sûr. Aucun enfant ne veut d'une mère malade ou d'un père malade. C'est ça. Aucun. Et que signifie réellement ne pas avoir guéri de son passé dans le contexte de la vie de couple? C'est lorsque on a l'impression de revivre certaines situations, lorsqu'on est dans la répétition du passé, c'est-à-dire lorsque le passé a toujours un impact sur nous. Je suis dans un couple, j'ai été entre griffes traumatisée dans le précédent. Actuellement, je suis dans le couple, mais je ne me sens pas en sécurité. Je suis toujours aux aguets, il y a le manque de confiance, Le il y a la doute, peur d'être rejeté, il y a le doute. Quand c'est comme ça veut dire que je n'ai pas été guérie de la voilà. précédente relation. Donc, quand c'est comme ça, il faut chercher à s'en sortir. Il faut... Mais avant de chercher à s'en sortir, il faut en être conscient d'abord. Exactement. Il faut en être conscient. Il faut être conscient que là, les choses ne vont pas bien. Il faut être conscient que je ne suis pas dans des conditions normales. Je ne suis pas bien. Accepter cela, reconnaître cela et maintenant demander de l'aide parce qu'il y a toujours de l'aide. Mais demander de l'aide à qui? À son mari ou à sa femme? À la société ou, je ne sais pas, à un coach? Parce qu'il y a aussi cette réalité du fait que beaucoup de gens ne veulent pas qu'on découvre leur vie privée. Donc, préfèrent souffrir et mourir dans le silence. Ces personnes ont en partie raison parce que nul d'entre nous ne souhaite que sa vie privée soit exposée, soit étalée sur la place publique. Mais il y a des personnes qualifiées pour ça, pour accompagner. Il y a des professionnels qui sont qualifiés, qui ne vont jamais partager votre vie privée avec qui que ce soit parce qu'ils sont sous le secret professionnel. Il y a également des personnes ressources autour de nous. Il appartient à chacun de nous maintenant de chercher. Chercher, est-ce que mon aide va être auprès d'une professionnelle ou d'un professionnel, à savoir un conseiller conjugal, un coach, un psychologue, un pasteur, un imam, je ne sais pas. Mais il appartient à chacun de nous de chercher une personne ressource. Maintenant, si je ne connais pas, là encore, je demande de l'aide parce que je suis dans une société où certaines personnes ont certaines informations. Je peux aller demander ces informations sans pour autant étaler ma vie privée. D'accord. On va essayer d'aborder l'origine des blessures. Quel rôle joue l'enfance et l'éducation surtout dans nos choix amoureux? L'enfance et l'éducation qu'on a et en famille, c'est la base, c'est le socle de tout. Parce que c'est en famille qu'on apprend à aimer. C'est en famille qu'on doit normalement apprendre à connaître sa valeur, apprendre à savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je peux tolérer, ce que je ne dois pas tolérer. C'est au sein de la famille qu'on doit apprendre tout cela. Donc, la famille est quelque chose de très capital. Je prends un enfant qui se trouve dans une famille équilibrée avec papa, maman à ses côtés, qui répond à ses besoins affectifs et émotionnels, en plus des autres besoins. Ça va être plus tard un adulte équilibré qui pourra faire un bon choix, qui va savoir que non, je ne dois pas rester avec telle personne parce que je n'ai peut-être pas nulle part où aller ou peut-être je vais être étiquetée. La personne a reçu un dépôt de confiance en elle-même, d'estime d'elle-même et elle sait que non, j'ai des personnes sur qui compter. J'ai de la valeur et ma valeur ne doit pas dépendre de mon statut matrimonial, non. J'ai de la valeur que je sois mariée ou pas. Voilà, Minungu, moi, c'est vrai, j'apprécie les réponses, mais il faut reconnaître qu'il y a des familles. Papa et maman sont là, mais on n'a pas cette base-là de confiance en soi, d'estime de soi. Parce que maman même n'a pas confiance en elle. Elle n'a pas quoi. Et elle te donne même pas l'opportunité de t'exprimer. Quand on est dans une telle famille, on fait comment?
quand on est dans une telle famille et qu'on est encore enfant à bas âge, on ne peut rien faire. Et Mais, quand on devient mais ado, quand adulte, on devient ado ou adulte, il y a d'autres personnes ressources vers qui on peut aller avoir ce dont on a besoin. Et aujourd'hui, on est dans un moment où on a accès à l'information, on a accès à certaines personnes. Des fois, il y a des jeunes filles qui m'écrivent, je ne les connais pas, elles ont eu peut-être le numéro à la télé ou avec une tierce personne, mais en tant que mère, tu réponds à ces questions, tu réponds à leurs questions. Donc, elles ont une personne avec qui parler de certains sujets, même si, bon, il faut reconnaître que tu ne peux pas aider tout le monde. Même si tu as la volonté, tu ne peux pas. Donc, quand on a grandi dans un climat familial où on n'a pas eu ce dépôt de confiance en soi, on n'a pas eu ce dépôt d'estime en soi, ce n'est pas tard. On peut avoir ça. et Parce si on n'a pas coach, si ça veut dire on qu'on n'a grandit pas, avec, on a, soit on rentre dans un foyer où, voilà, ça va nous poursuivre jusqu'à... eh oui, Et jusqu'à présent, ça continue. Et c'est vrai qu'on a l'ère des réseaux sociaux, l'ère de la disponibilité de l'information, mais je reste convaincue qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas ça. oui, oui, il y Parce a que je des connais gens. une dame et elle a une fois témoigné, le jour où elle a vu ses règles, sa maman l'a frappée. Au lieu de s'asseoir pour dire, ah, maintenant tu es une femme et tout, elle l'a plutôt bastonnée. Et je suis sûre que ça continue toujours, Ça malgré le continue. fait que, bon, on a accès à... Parce que ces mamans aussi ne donnent que ce qu'elles ont. Elles ne partagent que ce qu'elles savent. Elles ne transmettent que 2 fois ce qu'elles ont reçu. Même jusqu'à présent, parce Même que je jusqu'à suppose qu'il y a des présent. mamans, les mamans sont quand même un peu modernes aujourd'hui. Oui, mais malheureusement, il y a ces cas comme celui que vous avez cité. Il y a ces mamans aussi qui trouvent que, par exemple, parler des règles à son enfant, c'est tabou. Mais je dis qu'on est à l'ère où, même si moi, je ne peux pas parler des règles avec mes enfants, je connais des personnes à qui je peux aller les confier qui vont m'aider. Il faut toujours demander de l'aide. De l'aide. Est-ce que les blessures émotionnelles non guéries peuvent nous pousser à choisir le mauvais partenaire? Oui, oui, oui et oui. Quand on n'est pas guéri d'une blessure émotionnelle, et je peux dire qu'on n'est pas dans une situation normale, on n'est pas dans une situation où on est lucide. Il y a la blessure qui est toujours là. Je suis toujours affectée. Donc, ça fait que je ne peux pas véritablement choisir comme une personne qui n'a pas cette blessure-là. Donc, ça affectera forcément mon choix. Ça affectera mon choix. Et ça peut même affecter mon couple si toutefois cette relation aboutit au mariage. Et quel est votre commentaire sur ces femmes, ces personnes de façon générale qui estiment qu'ils sont nés pour souffrir? Ça, c'est une croyance qu'elles ont, qu'il faut qu'elles déconstruisent cette croyance-là. Parce que ces personnes qui disent ça, chaque jour, la vie leur montre que, voilà, c'est comme s'ils elles n'ont pas droit au Elles disent bonheur. ça parce qu'elles-mêmes, elles s'attirent cela. Si on prend sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan de la foi chrétienne, celle que je connais, que ce soit sur le plan du développement personnel, celui également que je connais, en développement personnel, à travers la loi de l'attraction, on dit quoi? On attire à soi. Oui. Et quand on prend la Bible aussi, quand on prend même le livre de Job, Job a dit quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Pour dire que ce dont tu as peur là, tu attires ça à toi. Et nos pensées également sont comme des aimants. Si tu es convaincu que tu es une personne entre griffes malchanceuse, une personne née pour souffrir, tu y crois fermement, ça sera ta réalité malheureusement. Donc, il faut déconstruire ça et savoir que nul n'est sur cette terre destiné à souffrir. On peut être dans des moments de souffrance, mais ce n'est pas ta destinée. C'est pas, toute ta vie ne doit pas être que ça. Parce que ces personnes, bon, quand on lit un peu ou quand on les écoute, ils estiment que malgré toutes les bienveillances, toutes les bonnes volontés, surtout toutes les foi, les croyances au très haut en Dieu, le meilleur là,
vient, ça fait 1, 2 jours et puis ça disparaît. Qu'elles aient toujours foi, le meilleur va venir et qu'elle-même, elle se convainc qu'elle peut vivre dans le bonheur. Parce que vivre dans le bonheur aussi, c'est une question de choix, de volonté, de détermination. Et ça ne dépend pas de certaines situations financières ou familiales. On peut être heureux tout seul ou on peut être très heureux en couple. D'accord. Quelles sont les blessures les plus fréquentes qui impactent la vie sentimentale? C'est généralement l'échec, la déception, le rejet, la trahison, surtout la trahison. Ça affecte une femme qui a été trahie, un homme qui a été trahi. S'il ne guérit pas de cette trahison, ça va être difficile pour lui ou pour elle de faire confiance encore à quelqu'un et d'être pleinement dans la relation amoureuse avec la confiance. Donc, il faut que quand on a été trahi, il faut reconnaître cette douleur-là, cette trahison-là, cette blessure-là. On la reconnaît, on ne la nie pas. On la reconnaît et maintenant, on cherche à s'en sortir. Si seul on n'y arrive pas, comme je le dis et je le répète, on demande de l'aide. D'accord. Et comment les blessures de l'enfance, les déceptions amoureuses ou les traumatismes passés peuvent encore affecter la stabilité du foyer? Ça affecte parce qu'on n'est pas guéri. Ça affecte parce qu'on est toujours attaché au passé. Attaché au passé, comment ça? Parce que la blessure du passé a toujours de l'impact sur ma vie. Je n'ai pas oublié, je n'ai pas réussi à surmonter. Donc, ça va avoir un impact sur mon couple. Ça va avoir un impact sur ma relation amoureuse. Donc, ce n'est pas forcément que l'autre sera le problème, mais c'est moi parce que je suis rentrée dans le foyer avec une blessure ou avec des blessures. Ça veut dire que les blessures ne peuvent pas constituer une force pour aller de l'avant. Non. Sauf si on a guéri. Si on guérit d'une blessure, on tire des leçons. Et ces leçons vont devenir maintenant des forces. Mais si on n'a pas guéri, c'est qu'on n'a pas pu tirer des leçons. Où est-ce qu'on aura la force? Au contraire, on est fragilisé. On est fragile parce qu'on traîne une blessure. Et quand on ramène la blessure émotionnelle, on la compare un peu à la blessure physique. Vous ne pouvez pas avoir une plaie sur votre main et puis quelqu'un va attraper et vous n'allez pas avoir mal. Oui. C'est On a difficile. toujours mal, ça c'est vrai. Et quels sont les signes qui montrent que le passé est encore en train d'influencer négativement la relation du couple? C'est lorsque je suis là, je suis dans l'autodestruction, j'ai beaucoup de pensées négatives, je suis dans la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi, je n'arrive pas à faire confiance, confiance à l'autre, je n'ai même pas confiance en moi. C'est des éléments, des signes d'alerte qui nous montrent que non, on n'a pas encore tourné la page. Alors qu'il faut absolument tourner cette page pour avoir une vie épanouie. Ce n'est pas de votre faute si vous avez été trahi. Ce n'est même pas de votre faute si vous avez eu à faire un mauvais choix. Mais ça sera de votre faute si vous continuez à souffrir de cela. Est-ce que quelqu'un qui pense comme ça, que ce soit un homme ou une femme, dans le couple, il peut quand même être rassuré par son partenaire? Le rejet, le doute, le manque de confiance, si on a en face d'un partenaire qui nous rassure, est-ce que ça peut être un début de solution? Ça peut être un début de solution, mais ce n'est pas une solution profonde. Parce que l'autre a beau vous rassurer comment, si au fond de vous, vous n'avez pas eu cette guérison-là, si au fond de vous, vous ne croyez pas que oui, vous pouvez faire confiance, si vous ne croyez pas que oui, vous pouvez vivre dans une relation où il y a la fidélité, il y a la confiance, l'autre a beau tout faire, ça reste un être humain. Le jour qu'il va commettre une petite erreur, vous allez dire, je savais. Alors qu'en réalité, ce n'est pas l'autre, c'est vous le problème. D'accord. Et quel lien existe-t-il entre l'estime de soi et les relations amoureuses?
Parce qu'on parle beaucoup d'estime de soi, de confiance en soi. C'est vrai que c'est l'estime de soi et la confiance, la frontière n'est pas trop grande. Mhm. Mais bon, ça peut avoir quel lien avec les relations Ça amoureuses? peut avoir un très, très grand lien et même un lien très profond parce que quand on a un fort estime en nous-mêmes, on connaît notre valeur, on sait ce qu'on veut. Ça va faire que nos choix seront des choix dirigés. Ça va être un choix où je ne vais pas me contenter. Je ne vais pas accepter ce que je ne dois pas accepter. Je sais ce que je veux parce que j'ai un fort estime en moi-même. Ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. Si Mm. il y a la confiance en soi, l'estime de soi, en réalité, on ne peut pas extraire, enlever la confiance en soi de l'estime de soi. D'accord. C'est très difficile. C'est La- intimement lié. C'est intimement lié. La confiance en soi est dans l'estime de soi. Mais D'accord. quelqu'un peut avoir confiance en elle et ne pas avoir une belle image d'elle-même. Donc, ça va empiéter sur son estime de soi. Quelqu'un peut avoir une très bonne confiance en elle et ne pas pouvoir s'affirmer comme il faut ou ne pas s'aimer suffisamment. Donc, si on rentre encore dans le gros lot de l'estime de soi, on verra que cette personne, son estime de soi, reste encore à travailler. Mais elle a une confiance en soi qui lui permet de faire, par exemple, un travail technique, mais sur certains points, non. D'accord. Et le lien avec les relations amoureuses? Le lien avec les relations amoureuses, c'est que c'est ce que je disais, quand j'ai confiance, si j'ai confiance en moi, si j'ai de l'estime pour ma personne, je sais ce que je vais prendre. Je sais quel sera mon choix en matière amoureuse. Je sais quel type de personne je veux. Parce que cette personne-là, je sais qu'elle doit avoir certaines valeurs comme moi. Parce que je connais mes valeurs. Quand quelqu'un a un bon niveau d'estime en elle-même, elle connaît sa valeur. Et quand on connaît sa valeur, on ne va pas aller prendre quelqu'un qui n'a pas à peu près les mêmes valeurs que moi, parce que ça ne marchera pas. Vous avez par exemple la valeur respect qui est très prononcée chez vous, alors que l'autre, c'est vrai que d'une personne à une autre, on peut avoir la même valeur, mais ne pas avoir la même définition de cette valeur. Le même contenu de cette valeur, ça peut différer d'une personne à une autre. C'est ça, on dit, choisissez des gens qui ont à peu près les mêmes valeurs que vous. Ça évite beaucoup de choses et ça va vous permettre de consolider votre relation. Et pourquoi certaines personnes acceptent des comportements qu'elles savent pourtant nocifs? Ça revient à la précédente question. Parce que peut-être elles ont un défi de confiance en elles ou d'estime d'elles-mêmes. Elles ne croient pas à leurs valeurs, elles ne savent pas qui elles sont, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc, elles peuvent accepter, se contenter du peu, alors qu'elles peuvent avoir mieux. Par exemple, je sais qu'on est quand même dans la société africaine. Et si on prend le cas du mariage, il y a des femmes qui vont dire, bon, reste dans ce foyer, contente-toi de ça, malgré qu'il y a des choses négatives. C'est comme ce qu'on disait au début de l'émission. On sait que voilà, on te bat, on te fait ci, mais comme tu es plus valeureuse dans le foyer, contente de rester malgré les comportements nocifs. Ça reste des choix personnels. Toujours des choix. Ça reste des choix personnels. J'accepte que ce que je peux accepter. Je tolère que ce que je peux tolérer. Ça ne veut pas dire que dans le mariage, il n'y a pas de compromis. Oui, il y a des compromis, mais les limites doivent être claires. Je ne peux pas être dans un foyer où on me bat. Je ne peux pas. Parce que je ne peux pas accepter la violence physique. Mais une autre femme vous dira que non, moi, ça ne me pose pas de problème, pourvu qu'il me gère bien. Moi, je ne peux pas être dans un foyer où on ne me respecte pas. Parce que le respect est une base, c'est le socle. C'est le socle, effectivement. Mais si toi, tu peux accepter qu'on ne te respecte pas, c'est ton choix. Et personne ne peut t'obliger à aller en l'encontre de tes choix. Tu fais tes choix, tu assumes les conséquences de ton choix. Et si tu vois à un moment donné que tu n'en peux plus,
demande de l'aide. Demande de l'aide, toujours. Le choix est demander de l'aide avec coach. Est-ce que le besoin d'être aimé à tout prix peut conduire à de mauvaises décisions? Le besoin d'être aimé à tout prix dénote d'un manque d'estime de soi-même. Wow. Pourquoi j'ai le besoin d'être aimé à tout prix? Ça veut dire que moi, je peux ne pas avoir un bon niveau d'amour pour ma personne. L'autre doit venir compléter ce que j'ai déjà. D'accord. Mais s'il y a le vide en moi, je vais croire que l'autre va venir prendre tout, combler tout, alors que l'autre aussi reste limité. Quand vous êtes dans une situation où vous avez ce besoin d'être aimé à tout prix, c'est que vous êtes dans une situation de dépendance affective qui n'est pas une situation normale. Wow. La dépendance affective n'est pas normale. On peut s'en sortir en demandant de l'aide. Mais il y a toujours des sources, non? Je veux dire, il y a toujours une cause. Oui, c'est des fois la carence affective à l'enfance, c'est des fois certains traumatismes qu'on a vécu. Il y a des causes de l'enfance. Peut-être on n'a pas eu un parent présent. Ça peut aussi être lié à notre langage d'amour. Si moi, mon langage d'amour, ça a été ce sont des paroles valorisantes. Et moi, j'ai grandi dans une famille où ils ne savent pas comment m'aimer parce qu'ils ne me donnent pas ces paroles valorisantes. Je grandis avec une carence affective. Et ça peut créer en moi de la dépendance affective. Et dehors, une personne qui va me donner ces paroles valorisantes, je peux m'accrocher à cette personne parce que oui, elle parle mon langage d'amour. Elle me donne ce dont j'ai toujours voulu avoir. Donc, c'est important pour chacun de nous de connaître son langage d'amour. Coach, je vais digresser un peu parce que, comme je l'ai dit, c'est le dernier numéro de cette première saison de l'émission Au cœur du foyer. On a reçu des invités ici qui, quand on parle souvent, quand on dit certaines expressions, on nous dit de traduire ça dans nos langues maternelles. Dans la langue maternelle. Okay. Par exemple, quand on parle on a eu Monsieur Bolali, Hadj Bolali, pour parler de virginité, il nous a dit de dire ça dans nos langues maternelles. On a cherché en vain. On a reçu aussi la maman nationale Juliette. Quand on parle de certains mots, il dit de dire ça dans la langue maternelle pour comprendre. Donc, j'allais vous demander les langages d'amour. Si on parle de ça, les gens vont dire ça aussi, c'est encore affaire de blanc. C'est pas affaire de blanc. Vous voulez que je dise ça, amouré? Oui, en fait, quand vous dites ça, moi-même, ça m'amène à me plonger un peu dans le milieu rural pour poser la question, est-ce que les femmes dans les campagnes, les femmes, en tout cas rurales, qui ne sont pas dans les villes, qui ne sont pas citadines, est-ce qu'elles connaissent tout ça? Oui. Dépendance affective, langage d'amour. Langage Moi, personnellement, j'adore les moments de qualité. Souvent, quand je parle de ça, on dit « Ah, la blanche est arrivée ». Donc, est-ce que si on doit étendre ça en milieu rural, chez les femmes rurales, est-ce qu'on aura tous ces compréhensions, en tout cas ces retours avec ces femmes-là? Je me dis que oui, parce qu'il y a des personnes qui sont assez très bien posées pour faire une très belle traduction. D'accord. Oui, Donc, elles auront les mots qu'il faut pour décrire les différents langages d'amour, pour dire ce que c'est que la dépendance affective à ces femmes-là. Et elles pourront comprendre cela dans leurs différentes langues locales. D'accord. C'est pas seulement pour les Blancs. Et ces langages d'amour, c'est pas seulement pour ceux qui sont allés à l'école. Même ceux qui n'ont pas eu cette grâce d'aller à l'école, chaque être humain a son langage d'amour qui n'est pas lié à son niveau d'instruction. D'accord. Non. Ok, c'est rassurant. On va observer une petite pause et on revient pour la suite et la fin de l'émission. Sambisi! Moi, c'est Mr. Maxi. Au Faso, peu importe ton réseau. Maxit, c'est pour tout le monde. Avec moi, tu scannes, tu payes sap-sap. Besoin de cash, tu retires moins cher. Et chaque semaine, des bonus à gogo.
Donc, si t'es pas encore sur Maxit, scanne ce QR code et rejoins-moi. Il y a ton Renda. Orange Monnaie. Vous êtes à l'émission Au cœur du foyer et aujourd'hui, pour le dernier numéro de cette première saison, on parle du thème du pourquoi certaines personnes attirent toujours les mêmes problèmes amoureux. Vous savez que tout est amour dans la vie. Et aujourd'hui, on a coach Awa Minungu qui est conseillère matrimoniale pour justement décortiquer ce thème avec nous. Et coach, on va parler maintenant de comment sortir de ces répétitions. Comment rompre avec les chemins qui nous font souffrir tout le temps? Ok. Merci beaucoup pour cette question. Il faut d'abord les identifier. D'accord. La première étape, le premier exercice consistera à les identifier, à les nommer. Maintenant, si on arrive à les identifier, à les nommer, on peut maintenant décider de ne plus les avoir. Maintenant, il y a des techniques, il y a des outils qui sont là pour nous aider. Et par exemple, peux vous parler du pivotement qui va consister à prendre, on a certaines pensées négatives, on va chercher les pensées positives qui vont venir, les annuler, entre autres. C'est peut-être technique dit comme ça, mais il y a des personnes aussi pour vous accompagner. D'accord, toujours dans l'accompagnement. Est-ce qu'il faut apprendre à être bien seul avant de vouloir être bien à deux? Absolument. Absolument, et c'est l'idéal même. Parce que si on n'est pas bien seul, on va toujours attendre de l'autre ce qu'on n'a pas. C'est vrai que quand on rentre dans la relation amoureuse, c'est parce qu'on veut que l'autre vienne compléter quelque chose. Mais quand on est vide, c'est souvent très difficile. Donc, il faut qu'on apprenne à nous accepter d'abord seul tel qu'on est, à apprendre à nous aimer d'abord tout seul, apprendre à trouver des moments plaisants, avoir des activités qui nous procurent du bien-être, du plaisir, avant maintenant de rentrer. Maintenant, c'est pas grave si on est déjà dans le couple et que maintenant on veut bien se sentir aussi. C'est toujours possible. C'est toujours possible, même étant en couple. D'accord. Et quel signe montre qu'une personne est prête à vivre une relation saine? Quels sont les signes? Qu'elle est prête à vivre une relation saine, si elle est d'abord bienveillante envers elle-même, elle a certaines valeurs, parce que une personne qui veut vivre une relation saine, ça veut dire que elle va être forcément dans une interaction. Et quand on rentre dans une relation où il y a forcément de l'interaction, c'est que je rentre avec des choses, des éléments. Je suis ouverte, je vais m'ouvrir, je vais travailler à mettre en lumière certaines de mes valeurs. Je vais accepter l'autre tel qu'il est. Je ne désire pas forcément la perfection, mais il y a des choses que je ne vais pas accepter. Et ça se dit, et que je serai prête à une communication constructive et à une communication ouverte et bienveillante. Ça peut être après avoir demandé de l'aide Et aussi. oui, ça peut être, ou peut-être même sans aide. D'accord. Sans aide aussi, on peut arriver à ce niveau-là. Ok. Et comment reconstruire sa confiance après plusieurs déceptions? C'est difficile. C'est difficile, ça ne viendra pas en un claquement de doigts, mais c'est possible. Parce qu'il y a certaines déceptions qui te détruisent, qui t'anéantissent même. Oui, je n'en disconviens pas, mais ça t'anéantit parce que tu mets toujours du pouvoir sur ça. Une fois que tu arrives à la guérison où tu vas te dire que non, ça a été une déception. J'ai énormément souffert. Peut-être j'en souffre toujours, mais ce n'est pas ma finalité. Le bonheur n'est pas seulement pour les autres. Le bonheur est possible pour moi aussi. Maintenant, je vais m'asseoir. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette déception? Je vais essayer d'identifier. Si j'arrive à identifier les causes, maintenant, je situe les responsabilités. Quelle a été ma responsabilité dans cette déception-là? Je la nomme, je la situe. Quelle a été la responsabilité de l'autre? Ok, je ne me préoccupe pas de l'autre. Je reviens à moi. Voici ce que j'ai fait et voici ce que j'ai donné. Maintenant, je vais tirer des leçons. Je vais poser des bases claires et je vais définir maintenant ce que je veux.
À partir de maintenant, voici ce que je veux. Mais si je ne fais pas ça, je vais me retrouver à vivre encore la même chose. Pourquoi? Parce que je vais attirer à moi encore une personne qui aura les mêmes caractéristiques que l'autre personne qui a causé à moi cette déception-là. Ok. Donc, il ne faut pas fuir sa responsabilité. Il faut la situer. Il ne faut pas avoir peur de désirer mieux. On peut toujours avoir mieux. Mais Et est-ce puis, que... il ne faut pas accepter des choses malgré soi. Il y a deux fois des choses là, nous-mêmes, on sait au fond de nous là, qu'on ne veut pas. Mais on se dit que non, ça va changer. Ça va J'ai jamais l'habitude changer. de dire aux jeunes couples que j'accompagne, les fiancés, je dis, ne dites pas que dans le mariage, l'autre va changer. Parce que dans le mariage là, son comportement peut se bonifier. Oh. Ça peut se bonifier. Parce que avant que tu ne rentres chez lui, avant qu'elle ne vienne chez toi, il y a des choses que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, que tu vas découvrir dans le foyer. Si déjà ce qu'on te montre là, tu supportes pas ça là, c'est pas dedans que tu vas pouvoir supporter. Sauf si la personne a décidé de changer. Okay. Si elle a décidé, il y a des gens aussi qui font ça. Ils vont dire que non, si je me marie, voici ça et ça, j'arrête. Oui. Ça, c'est son choix personnel. Et comme on le dit, le changement est personnel. Le changement est progressif. Mais est-ce que l'argent peut avoir une influence dans le changement? Pas forcément, mais l'argent peut aider. L'argent peut beaucoup aider. Parce que si moi, je n'ai pas, j'ai parlé beaucoup de fois de demander de l'aide. Si je n'ai pas l'argent, comment est-ce que je peux aller demander une aide où je dois devoir payer? Si vous venez chez moi, vous allez payer. Si vous n'avez pas les moyens, vous allez faire comment? Vous n'allez même pas avoir accès à moi parce que vous allez devoir, au niveau de mon assistante, elle va vous arrêter. Donc, l'argent peut aider, mais l'argent n'est pas forcément le seul moyen pour que je puisse m'en sortir, pour que je puisse faire des bons choix. Et quel conseil donnerez-vous à une femme ou un homme qui a l'impression d'attirer toujours les mêmes types de partenaires? Je dirais à cette personne de rentrer dans un moment d'introspection de sa personne. Qu'elle rentre dans un moment d'introspection, qu'elle arrive à définir clairement ce qu'elle veut, qu'elle arrive à se connaître et qu'elle arrive à se fixer des limites. Il y a des limites non négociables. Est-ce qu'on peut dire que la fixation des limites est la première étape? La première étape, c'est la connaissance de soi. La première étape, c'est La première étape, c'est la connaissance de soi. Parce que c'est quand je vais me connaître que je pourrai fixer des limites. Le coach, on dit qu'on ne se connaît jamais assez. Mais il y a un niveau. Il y a un niveau où on se connaît. Si on va rentrer dans un petit test, vous savez ce que vous aimez. Oui. Vous savez ce que vous n'aimez pas. C'est un niveau de connaissance de soi. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils n'aiment pas et ce qu'ils aiment? Et bien sûr, jusqu'à ce que, par exemple, ils goûtent. Ça, c'est l'aspect nourriture. Non, pas forcément l'aspect nourriture seulement. D'accord. Et quel message souhaiterez-vous adresser aux personnes qui ont perdu tout espoir en l'amour après plusieurs échecs? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne croient plus, pas du tout. Il y en a, oui, il y a ces personnes parce qu'elles ont beaucoup été blessées. Et il y en a même, je dirais, qui ont été anéanties. Je dirais à toutes ces personnes-là d'avoir foi en elles et surtout d'avoir foi en Dieu et de savoir que elles peuvent être des candidates au bonheur. Elles aussi, elles ont droit au bonheur et de savoir que leur passé ne doit pas les définir. Non, elles doivent croire à un avenir radieux et se donner les moyens pour avoir cet avenir radieux-là. Rien n'est jamais perdu définitivement. Non. Lorsqu'on a la vie, lorsqu'on a la volonté, on peut toujours avoir ce qu'on veut. Certes, peut-être la personne a eu peut-être 5, 6 ou même 10 déceptions amoureuses,
Peut-être la 11e sera la bonne si elle a tiré des leçons des 10 autres. Et si elle a fait un travail sur elle-même où elle sait que maintenant là, je choisis par rapport à ce qui me correspond, à ce que je peux supporter, à ce que je veux. Mais est-ce que j'allais poser la question jusqu'à combien parlant de chiffres, jusqu'à combien on peut dire ça n'est plus trop? Il n'y a pas de chiffre. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de chiffre. Mais La limite, c'est lorsque moi, je décide d'abandonner. Je dis, c'est bon. Là, maintenant, là, j'ai eu ma dose maximale. parce qu'on a publié une vidéo ce matin, non, hier, où on a reçu un sexothérapeute, où on parlait un peu de sexualité dans le couple. Et il est ressorti que sur 10 femmes, il n'y a pas beaucoup qui prétendent jouir correctement lors des relations. Et j'ai vu des commentaires qui disent, bon, tu ne peux pas connaître 10, 15 hommes et puis vouloir être satisfait dans ton foyer. Donc, du coup, on a comme l'impression que connaître même 2, 3, 4, 5 hommes, c'est trop pour une femme. Alors que pour L'idéal, c'est de ne pas avoir trop d'expérience, mais on a des situations où c'est pas la volonté de la personne qui a fait qu'elle a eu ces expériences-là. Je prends un cas assez extrême. Une femme qui décide de se garder, une jeune fille qui décide de se garder jusqu'au mariage, qui n'a pas eu un contact sexuel, qui se marie et malheureusement qui perd son époux et qui se remarie. Est-ce que c'est son choix? Non. Mais elle va vivre d'autres expériences sexuelles parce qu'elle aura affaire à 2 hommes. C'est pas pareil. Si vous me permettez le terme, ça sera pas la même taille. Ça sera pas la même façon de faire. Donc, mais quand on rentre dans le foyer, il y a quelque chose qu'il faut qu'on accepte. Je ne rentre pas dans un foyer pour vivre les expériences du passé. Je rentre dans ce foyer pour vivre de nouvelles expériences avec une nouvelle personne. Quand on a ça à l'idée, on ne va pas revenir en arrière pour dire que non, j'ai connu 20 hommes avant et puis eux, ils faisaient bien, lui, là, il ne fait pas bien. Non, j'oublie mon passé. J'oublie ce qui est passé. Je me contente de ce que j'ai maintenant. D'accord. Ça, c'est un très bon conseil. Un très bon conseil, surtout pour les futurs mariés et surtout pour nos internautes qui pensent que, bon, en tout cas, le commentaire là ça m'a un peu choqué quand même. Parce que, bon. C'est vrai que, bon, malheureusement, on a de ces personnes aussi qui se laissent aller. Oui. Ça existe, mais bon, il y a des personnes aussi, elles font confiance. Elles se donnent que lorsqu'elles ont confiance à la personne. Malheureusement, ça se passe mal. Elles doivent répéter cette expérience. On va dire quoi? Ça, c'est vrai. Et quel conseil donnerez-vous aux personnes qui souhaitent bâtir un foyer épanoui malgré les blessures et les épreuves qu'elles ont traversées? J'aime tellement cette question. Pourquoi? Parce que lorsque on désire bâtir une relation harmonieuse, fonder un couple harmonieux, je vais me lancer dans un voyage. Wow. Un voyage où ma destination sera le beau. Et cela va me demander des choses. Je vais devoir renoncer à des choses. Je vais devoir désapprendre certaines choses. Je vais devoir apprendre de nouvelles choses. Donc, je vais rentrer en me mettant dans toutes les conditions possibles pour être cette merveilleuse épouse-là que cet homme attend. Je vais faire tout ce qui relève de ma responsabilité. Et quand on parle de couple harmonieux, on ne parle pas d'une seule personne. Si moi, je m'investis à faire ce travail et l'autre également fait ce travail, vous-même, vous voyez que ça ne peut qu'être le beau et le bon. Mais si ce n'est pas à double sens, parce que le mariage, le couple, c'est une équipe. Ce n'est pas 2 équipes adverses. C'est une même équipe qui doit avoir une même vision. Donc, ça me ramène encore
au choix du conjoint. Et je dirais à mes jeunes sœurs, mes jeunes frères, qui ne sont pas encore rentrés dans les liens du mariage et qui désirent vivre un mariage épanoui, de choisir quelqu'un qui a à peu près la même éducation qu'eux, qui partage à peu près les mêmes valeurs qu'eux, qui a à peu près la même vision du mariage qu'eux. Quand on a ces trois éléments réunis, on ne peut que fonder un couple heureux. Les épreuves de la vie vont venir, mais vous deux, vous serez tellement forts pour les affronter. D'accord. Merci beaucoup, coach. Merci pour ces beaux conseils. Moi-même, je suis très contente parce Wow. qu'on termine l'émission avec beaucoup d'espoir, avec des paroles valorisantes, avec vraiment quelque chose qui tient debout, qui donne de l'espoir, qui donne surtout la force d'avancer D'avance. malgré les difficultés, parce que la vie même est faite des difficultés. Eh oui. Et Et c'est on la... les surmonte. Oui, on les surmonte avec beaucoup d'amour surtout. Ouais. Et c'est vraiment la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver dans la deuxième saison avec un autre thème. Et Parce ça que, sera avec oui, plaisir. je sais que vous avez beaucoup d'autres casquettes. Et merci à vous, chers internautes. On retient que nos blessures, nos croyances, notre estime de nous-mêmes et notre histoire personnelle peuvent influencer nos choix et nos comportements dans les relations. La bonne nouvelle est qu'il est possible de prendre conscience de ces chemins, de guérir certaines blessures et de construire des relations équilibrées. Changer son histoire amoureuse commence souvent par changer le regard que l'on porte sur soi-même. Et coach l'a dit. Merci encore à elle pour ces échanges et merci à vous de nous avoir suivis dans Au cœur du foyer, première saison, dernier numéro aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt, mais restez toujours connectés sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes.